Bien, chers collègues, en préalable à nos travaux, nous avons quelques points d'organisation à régler. Tout d'abord, la désignation du rapporteur sur la PPL Frelon. Nous devons tout d'abord désigner donc le rapporteur pour la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole, inscrite à l'ordre du jour de la journée réservée au groupe démocrate le 6 mars. Compte tenu de la semaine de suspension des travaux, la proposition de loi sera examinée par la Commission la semaine précédant la suspension. Le groupe démocrate a transmis la candidature de Mickaël Cosson. Il n'y a pas d'opposition. Je vous remercie. À la demande du groupe LFI-NFP, qui disposera donc d'un poste de co-rapporteur, le bureau a décidé la création d'une mission d'information sur le rôle du transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs pour désenclaver les territoires et assurer leur développement économique dans un contexte de crise climatique. Cette mission peut comprendre 18 membres, 4 pour le groupe RN, 3 pour le groupe EPR, 2 pour le groupe LFI-NFP, 2 pour le groupe socialiste et 1 pour chacun des autres groupes. Donc, les groupes ont fait part des candidatures suivantes. Pour le groupe RN, Mathieu Marquiot, Julien Guibert, Auguste Évrard, Frédéric Pierre Voss. Pour le groupe EPR, Freddy Certain, Olga Givernet et Daniel Brulebois. Pour le groupe LFI, Béranger Cernon et Sylvie Ferrer. Pour le groupe socialiste, Peyo Dufaux et Gérard Le Seul. Pour le groupe DR, Jean-Pierre Tête. Pour le groupe écologiste et social, Nicolas Bonnet. Pour les démocrates, Mickaël Cosson. Pour le groupe Horizon, Xavier Roseren. Pour l'IOT, David Topiac. Pour GDR, Nicolas Sansu. Pour UDR, pas de candidat. Il n'y a pas de changement, pas d'opposition. Je vous remercie, il en est décidé ainsi. On en vient à la demande du groupe écologiste et social qui disposera donc d'un poste de co-rapporteur. Le bureau a décidé la création d'une mission d'information sur l'efficacité des politiques de restauration des cours d'eau. J'ai reçu les candidatures suivantes pour le groupe RN, Pascal Markowski et Anaïs Sabatini. Pour le groupe EPR, Freddy Certain, Daniel Brulebois et Pierre Cazeneuve. Pour le groupe LFI, Gabriel Amar et Ercilia Soudet. Pour les socialistes, Fabrice Barousseau. Pour DR, Jean-Pierre Tête. Pour écologiste et social, Julie Ozen. Pour les démocrates, Hubert Hoth. Pour Horizon, Jean-Michel Brard. Pour l'IOT, GDR et UDR, je n'ai pas de candidat. Il n'y a pas de changement. Je vous remercie, il en est décidé ainsi. Et enfin, à la demande du groupe démocrate, le bureau a décidé la création d'une mission flash sur la valorisation des algues en réponse à leur prolifération. Il a donc été décidé que le groupe démocrate disposerait d'un poste de co-rapporteur pour lequel j'ai reçu la candidature de Mickaël Cosson. Il n'y a pas d'opposition, je vous remercie. Et pour le second poste de co-rapporteur, j'ai reçu les candidatures pour le groupe LFI-NFP de Muriel Levrault et pour le groupe LIOT d'Olivier Servat qui souhaitait pouvoir traiter des sargasses. Les deux candidatures sont-elles maintenues? Non, elle est retirée. Très bien, merci. Donc, Monsieur Servat est donc le seul candidat. Il n'y a pas d'opposition. Je vous remercie. On peut faire rentrer Monsieur Pascal. Bien, donc en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010, nous allons maintenant auditionner M. Philippe Pascal. Le président de la République propose sa nomination en tant que président directeur général du groupe Aéroport de Paris. Concernant la procédure, je rappelle que l'audition d'aujourd'hui, qui est publique, sera suivie d'un vote par scrutin secret effectué par appel nominal
et hors la présence de M. Pascal. Aucune délégation de vote ne sera possible. Le dépouillement du scrutin aura lieu en même temps dans les deux chambres la semaine prochaine à l'issue de l'audition de M. Pascal au Sénat le 12 février. Je rappelle enfin qu'en application de notre règlement, nous avons nommé une rapporteure sur cette proposition de nomination, Madame Clémence Guettet. Elle a élaboré un questionnaire qui a été envoyé à M. Pascal. Les réponses vous ont également été diffusées. M. Pascal, actuellement directeur général adjoint chargé des finances, de la stratégie et de l'administration, vous connaissez très bien le groupe ADP puisque vous y exercez les responsabilités depuis 12 ans. La nomination à la fonction de PDG d'ADP revêt d'un caractère stratégique compte tenu de l'importance économique et sociale du groupe et de la part du transport aérien dans les émissions de gaz à effet de serre. Je ne doute pas que de nombreuses questions vous seront posées par mes collègues et je cède en préambule la parole à notre rapporteur pour 3 minutes. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur Pascal, bienvenue à l'Assemblée nationale. Je vous remercie d'abord pour vos réponses détaillées au questionnaire qui vous a été transmis. Alors, pour commencer, le groupe ADP financièrement va bien, vous le savez, puisque vous en êtes directeur financier. ADP a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires et des versements de dividendes record. Le chiffre d'affaires, il s'élève à 4 605 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2024, soit une augmentation de 12% par rapport à 2023. Les sommes versées aux actionnaires sont supérieures à celles qui étaient versées avant la crise du Covid-19. En 2023, elles s'élevaient déjà à 377 millions d'euros. C'est 6 fois plus que les sommes qui sont attribuées à la revalorisation du travail la même année. Des résultats financiers qui viennent notamment du développement du groupe à l'étranger, en Inde et en Turquie. Une première question donc, est-ce que c'est la vocation d'un groupe majoritairement public auquel les Français sont attachés, puisque ADP, pour beaucoup de gens, c'est en effet l'objet d'une immense mobilisation inédite pour un référendum contre sa privatisation. Ce bilan financier, il interroge. Le poids de la dette du groupe a augmenté de plus de 8% au premier semestre 2024 par rapport à 2023. Et je l'ai dit, des dividendes records ont été versés, alors que dans le même temps, le nombre de salariés en France a largement diminué. En 2018, ils étaient 6 627, tous contrats confondus, contre 6 382 en 2023, et alors que le trafic aérien a largement repris depuis le Covid-19. En outre, pendant les Jeux Olympiques, les travailleuses et travailleurs des aéroports de Paris ont dû batailler pour obtenir une prime, poser leur congé. Et aujourd'hui, l'augmentation des salaires qui est proposée pour 2025 reste en deçà du niveau de l'inflation. Je me permets donc de relayer aujourd'hui les inquiétudes des salariés, qu'ils soient syndiqués ou non. La sous-traitance, le flex-office, les open space, ce sont autant de motifs de dégradation des conditions de travail qui sont source de stress dont ils nous ont fait part. Une deuxième question donc, quel est votre point de vue sur la politique salariale qui doit être menée au groupe ADP ? Cette situation, je l'ai dit, elle prend place dans une période de reprise du trafic aérien avec près de 364 millions de passagers passés dans ces aéroports en 2024. Une hausse de 6,5% par rapport au trafic d'avant Covid. Et une trajectoire qui s'inscrit dans un contexte global puisque d'ici à 2040, le trafic aérien mondial pourrait doubler. Or, selon les estimations du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre entre 2022 et 2023 ont augmenté de 21% pour les vols domestiques, 27% pour les vols internationaux, croissance qui, elle, n'est pas rassurante eu égard à l'urgence climatique que nous connaissons. Selon la Direction générale de l'aviation civile, en 2021, quand le trafic était moins soutenu, les vols commerciaux représentaient 6,8% des émissions de CO2 françaises. Malgré l'abandon du projet du terminal 4 de Roissy à la suite d'une importante mobilisation, la réduction du trafic aérien n'est pas l'un de vos objectifs. Je résume les réponses au questionnaire que vous avez bien voulu apporter. Vous n'excluez pas le retour du projet de T4. Vous vous opposez à un moratoire sur les nouvelles constructions aéroportuaires et vous estimez au contraire que, et là je vous cite, la croissance de trafic crée des opportunités de création de valeur. Ce modèle, il a des conséquences sur nos concitoyens. La pollution atmosphérique et la pollution sonore font vivre un calvaire à toutes celles et ceux qui ont le malheur de dormir sous les couloirs aéroportuaires. Ils appartiennent le plus souvent aux classes populaires et travaillent parfois pour vous.
La pollution atmosphérique, elle est responsable de 47 000 morts par an. En France, 9 millions de personnes sont surexposées au bruit, ce qui entraîne 900 000 cas d'hypertension artérielle chaque année. Ce sont des estimations, et c'est le cas dans mon département tout particulièrement, puisque le Val-de-Marne a vu le nombre de personnes touchées par les nuisances sonores augmenter ces dernières années. Pour cause, sur votre site d'Orly, les compagnies low cost, irriguées d'argent public par les amis de M. Macron, ne cessent de déroger au couvre-feu. En 2023, c'était plus de 30 fois. Vous défendez, et je le salue, le renforcement des sanctions. Ça me paraît utile. Je partage aussi votre volonté de renforcer les aides à l'insonorisation pour les riverains, un coût qui doit évidemment être pris en charge par les compagnies aériennes elles-mêmes. Mais d'autres mesures semblent aussi nécessaires. Le plafonnement du nombre de mouvements, la mise en place d'un couvre-feu à Roissy et l'allongement de celui d'Orly. Tout au long des réponses aux questionnaires que je vous ai fait parvenir, on peut noter que vous avez une bienveillance pour les taxis volants, les carburants dits durables ou encore le projet Charles de Gaulle Express. C'est une vision du monde qu'avec mon groupe parlementaire, nous ne partageons pas. La bifurcation écologique de notre pays, du transport en particulier et de l'aérien tout particulièrement, ne doit pas se limiter à un verdissement ou à une décarbonation. Ça exige une transformation organisée avec les salariés du secteur de nos mobilités. Voilà l'ensemble des raisons pour lesquelles, en tant que rapporteur et à titre personnel, je ne peux pas être favorable à votre nomination, mais plus globalement, sur le secteur aérien, les enjeux politiques sont en réalité immenses et la représentation nationale, notre commission tout particulièrement, Madame la Présidente, devrait en être davantage saisie. Donc en réalité, nous profitons de votre nomination pour avoir ces discussions plus largement. Je vous remercie. Merci. Monsieur Pascal, vous avez la parole pour répondre à la rapporteure et un propos introductif pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très honoré d'être devant vous ce matin pour vous présenter ma vision de l'entreprise, pour vous présenter mes projets pour le groupe ADP, si vous m'accordez votre confiance pour en être le prochain président-directeur général. La dernière fois que je me suis présenté devant votre commission, je me tenais à la droite d'Augustin de Romanet. Avant toute chose, je tiens à saluer son action à la tête de l'entreprise pendant 12 ans. Il a fait progresser la qualité de service à Paris. Il a fait rayonner le groupe à l'international. Il l'a imposé comme un pionnier de la transition environnementale de notre secteur. Le travail accompli est considérable. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Encore récemment, avec la réussite de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques. À titre personnel, je le remercie de m'avoir fait confiance. J'ai été fier de mener à ses côtés des projets structurants à Paris comme à l'international. Alors, puisque vous êtes amené à vous prononcer sur ma candidature, permettez-moi tout d'abord de me présenter en quelques phrases. À l'issue de mes études, j'ai choisi de servir l'État. Durant toute ma vie professionnelle, j'ai cherché à mettre la technique au service de la stratégie, à réconcilier le court terme et le long terme et à allier les enjeux du service public avec ceux de l'esprit d'entreprise. Ces marqueurs se sont retrouvés dans les différentes fonctions que j'ai occupées. J'ai en effet eu la chance d'intégrer très vite la direction de la législation fiscale pour y réaliser les 10 premières années de ma carrière. Après un bref passage en cabinet ministériel, j'ai intégré l'inspection générale des finances et puis j'ai rejoint le groupe ADP. Le groupe ADP, c'est 250 métiers, c'est 6 000 salariés à Paris, c'est 26 000 salariés dans le monde. C'est un collectif de femmes et d'hommes engagés. C'est un collectif de passionnés de l'aérien. Cette équipe de passionnés peut faire bouger des montagnes. Cette équipe de passionnés, à laquelle j'appartiens depuis 12 ans, est ma principale motivation. Elle est la principale raison pour laquelle je me présente aujourd'hui devant vous. Alors, quelle est ma vision de l'entreprise, de cette entreprise singulière ? ADP va fêter ses 80 ans cette année. Son histoire a façonné le visage du transport aérien français, aux côtés d'autres géants, comme Air France, comme Airbus. Le groupe ADP s'est aujourd'hui imposé comme un leader mondial dans le secteur aéroportuaire. Nous avons accueilli 336 millions de passagers dans le monde
et plus de 100 millions à Paris. Le groupe ADP, c'est aussi un modèle unique qui peut faire la fierté de ses collaborateurs. C'est d'abord un modèle où le service public peut s'appuyer sans se trahir sur un fort esprit d'entreprise. Une double culture qui la rend complexe, mais qui fait aussi sa force et sa richesse. C'est un modèle unique, car c'est la seule société cotée en bourse à être détenue majoritairement par l'État. Ce qui fait qu'elle porte une double responsabilité, une responsabilité devant la puissance publique, mais aussi une responsabilité devant ses autres actionnaires, au premier rang desquels vous avez 99% de ses salariés. C'est un modèle unique, car elle gère à la fois des aéroports en France, des actifs stratégiques pour la France, mais aussi 26 aéroports dans le monde. Et ce développement international vient en soutien de la mission de service public à Paris. Par ailleurs, et je sais, Madame la rapporteure Guettet l'a rappelé, nos aéroports sont aussi des puissants instruments au service des territoires, au service de l'emploi, et doivent l'être. À Paris, c'est 120 000 emplois directs, c'est 400 000 emplois indirects. Et le groupe ADP, c'est aussi un instrument au service du rayonnement de la France, de sa souveraineté, d'emplois non délocalisables. Un instrument au service de la relocalisation, au contraire. Un touriste étranger, un homme d'affaires, un passager en correspondance qui ne sort même pas de l'aéroport, c'est autant de richesses qui rentrent en France. Alors vous l'avez compris, mesdames et messieurs les députés, je suis convaincu que cette entreprise dispose d'atouts exceptionnels pour se projeter dans l'avenir avec confiance. Alors, quelle est mon ambition pour cette entreprise et quels sont mes engagements? Mon ambition pour l'entreprise est de poursuivre sa transformation afin d'être une référence mondiale en matière d'attractivité, d'hospitalité. C'est aussi de devenir un exemple de transition environnementale pour l'ensemble du secteur aérien. Alors regardons les choses en face, et Madame la rapporteure Guettet nous a demandé de les regarder en face. Le transport aérien est au centre de débats et de questionnements qui sont légitimes. Il représente en effet 2 à 3% des émissions mondiales de CO2. Il soulève des questions environnementales, il soulève des questions d'aménagement du territoire. Ils sont à l'origine de nuisances sonores pour nos riverains. Et je sais combien beaucoup d'entre vous ici êtes sensibles à ces aspects-là. En même temps, le voyage en avion représente encore un rêve pour de nombreuses personnes. Parfois aussi, il s'impose comme une nécessité à laquelle notre mission de service public doit répondre. Alors l'aérien a aussi une contribution déterminante, vous le savez, sur le développement économique des pays, de notre pays, mais aussi des pays émergents. Et il a enfin, et ça j'y tiens particulièrement, il est enfin l'incarnation d'un monde plus interconnecté qui, comme le rappelle la Convention de Chicago de 1944, a pour vocation première de préserver l'amitié et la compréhension entre les nations et entre les peuples. C'est cette vision qui me semble être plus que jamais d'actualité dans un monde où la tentation est le repli sur soi. Alors le secteur aérien doit avoir un rôle déterminant à jouer et sa pérennité réside dans sa capacité à se transformer. Il faut sortir du débat manichéen, du plus ou du moins aérien. La vraie question est celle du modèle que nous voulons. Alors ce modèle doit s'appuyer sur des engagements, et c'est une partie de ma réponse à votre interpellation. Tout d'abord, le premier engagement, c'est de ne recourir à l'aérien que lorsqu'il est justifié. Le tout aérien n'est pas responsable. Il nous faut donc trouver la juste place du transport aérien. Et cela repose sur 2 convictions. La première, c'est que le développement de l'intermodalité est une solution gagnante. Et nous devons accélérer sur ces sujets de connexion de train-avion, en faisant de nos aéroports des hubs et des hubs multimodaux. L'intermodalité est au cœur de nos projets de développement à CDG comme à Orly. La deuxième conviction est que l'avion est et restera la seule solution pour certaines destinations, qu'elles soient lointaines
ou difficilement accessibles. Je pense en particulier à nos territoires ultramarins, mais aussi nos territoires ruraux. Madame la Présidente, je sais que vous êtes aussi sensible à ces aspects d'accessibilité de nos territoires ruraux. Le deuxième engagement, c'est de décarboner l'aérien. C'est possible. Regardez, lundi dernier, l'annonce a été faite par Safran du premier moteur d'avion électrique certifié au monde. Un avion de 3 ou 4 places aujourd'hui, de bientôt 19 places et peut-être plus gros encore. Il y a aussi l'arrivée des carburants durables et bientôt de l'hydrogène. Les carburants durables seront de nature à participer très significativement à la décarbonation du secteur, avec plus de 60% de décarbonation, 80% quand on compare avec du kérosène. Alors notre industrie est capable d'innover. Elle est capable d'innover pour se décarboner, elle est capable d'innover pour réduire ses nuisances sonores. Et le groupe ADP, et je m'y engage, doit adapter ses infrastructures et les adapter rapidement. Par exemple par du roulage électrique, par le développement de la géothermie ou du solaire. Nous y travaillons, nous y travaillerons, et j'aurai à cœur d'aller plus vite. Le troisième engagement que je prends, c'est l'insertion réussie dans les territoires. Nos aéroports parisiens représentent la moitié de la surface de la ville de Paris, la moitié. Cette empreinte foncière fait de nous un acteur clé de l'aménagement du territoire en matière de mobilité, en matière d'énergie, en matière d'emploi. Nous devrons prendre toute notre part sur ces sujets aux côtés des élus et aux côtés de tous les acteurs locaux que je veux impliquer plus encore. Mon quatrième engagement est la garantie d'une contribution positive pour nos clients, pour nos partenaires, mais aussi pour nos salariés. Une contribution positive pour nos passagers, au premier rang desquels les personnes en situation de handicap, mais aussi pour tous les passagers, en apportant plus de sécurité, plus de fluidité, plus de ponctualité, plus de qualité. L'objectif est que CDG reste dans le top 5 des meilleurs aéroports du monde, et qu'Orly, qui est aujourd'hui le meilleur aéroport régional d'Europe, améliore encore son classement. Nous voulons aussi une contribution positive pour les compagnies aériennes, en matière de performance opérationnelle, en matière d'attractivité, et en premier lieu pour Air France, notre premier client. Et enfin, nous voulons une contribution positive pour nos prestataires et pour nos salariés, en matière d'épanouissement au travail, de partage de la valeur et de la réduction des accidents du travail. Pour l'ensemble de ces engagements, nous avons une grande opportunité, c'est que cette réinvention soit une réinvention française. Je vous l'ai dit, l'industrie aéronautique française est un leader dans le monde, elle doit le rester. Elle peut rester première, pourvu qu'on parie sur elle sans l'accabler. C'est en tout cas le rôle que je souhaiterais pouvoir faire jouer au groupe ADP. Alors, pour tous ces engagements, pour les honorer, quelle va être ma méthode? 3 éléments de méthode. Le premier élément de méthode est de mobiliser tous les acteurs autour d'un projet commun et de long terme. Il est du devoir du groupe ADP de faire en sorte que tout le monde œuvre dans le même sens sur l'aéroport. Je vais donc m'employer à renforcer les liens avec les acteurs internes, les acteurs externes, en les associant à un et même projet collectif. Notre métier de connecter, c'est donc ma priorité, connecter les acteurs. Je souhaite un dialogue élargi, un dialogue intensifié, un dialogue aussi apaisé. C'est pourquoi je souhaite lancer sans attendre les travaux préparatoires à un nouveau contrat de régulation économique. Une première proposition de ce contrat, à conclure avec l'État, serait formalisée dès la fin de cette année. Ce contrat s'appuiera sur la concertation publique menée à Orly, menée à CDG. Il sera aussi l'instrument de cette mobilisation et le support de nos échanges avec toutes les parties prenantes. Les élus locaux, les parlementaires, les acteurs économiques, associatifs, riverains, clients, compagnies aériennes, prestataires, mais aussi salariés, et notamment les organisations sociales représentatives. Le second élément de méthode est de réinvestir notre cœur de métier. L'important est de faire ce que l'on doit faire sans se disperser pour aller plus vite.
Il s'agit de mobiliser les moyens autour de 3 axes. D'abord, Paris, la transformation des aéroports parisiens, notamment par l'investissement. Ensuite, la dynamisation de notre marque d'hospitalité, Extime, en France, mais aussi dans le monde, pour le rayonnement culturel de la France. Troisième élément, la sécurisation de la contribution de nos activités à l'international. Et là aussi, pour répondre à votre question, des activités immobilières, commerciales, le développement à l'international sont indispensables à l'équilibre de l'entreprise. Elles font sa force pour investir sur le long terme. Sans ces activités, sans l'international, sans les commerces, il sera difficile d'investir et d'accélérer à Paris. Le troisième et dernier élément de méthode, c'est d'avoir une culture d'entreprise plus forte et plus agile. Nous avons accueilli, ces 3 dernières années, 1000 nouveaux collaborateurs. D'ici 2035, plus de 3000 collaborateurs vont quitter l'entreprise pour partir à la retraite. C'est plus de 50% de nos salariés à Paris. L'entreprise va donc être confrontée à un très fort renouvellement des compétences. Ce renouvellement ne peut se faire sans un collectif mobilisé, sans des salariés engagés, sans une entreprise agile. Bref, je vous ai parlé au début d'une équipe de passionnés. C'est cette équipe de passionnés que j'entends mettre au cœur de mon action. Alors pour conclure, vous l'aurez compris, j'ai conscience des responsabilités d'un dirigeant d'une entreprise stratégique pour son pays, pour la France. J'ai aussi conscience des attentes fortes de nos passagers, de nos clients, compagnies aériennes et des territoires. Et j'ai enfin conscience des responsabilités d'un dirigeant auprès de ses salariés, sans lesquels rien ne pourrait se faire. J'ai des convictions, vous les avez entendues. Je souhaite emmener le groupe ADP plus vite et plus loin. Je sais combien je dois le faire avec un collectif, avec tous, et sous le contrôle du Parlement. Alors je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donner la parole donc aux orateurs des groupes pour 3 minutes et Monsieur Pascal, vous répondrez donc à chaque rapporteur en concisant votre réponse pour 3 minutes également. Je serai intransigeante sur le chronomètre. C'est une décision du bureau de la commission. Donc on démarre avec Alexandra Masson. Bonjour. Impeccable, le micro marche. Bonjour Madame la Présidente, cher Monsieur Pascal. Lors du vote du budget 2024, la taxe Beaune sur les concessions aéroportuaires de 600 millions d'euros votée par le Parlement prenait au secteur aérien sans aucune compensation et sans rendre quoi que ce soit pour permettre aux plateformes aéroportuaires d'investir pour se décarboner. Pour le budget de 2025, c'est 1 milliard d'euros qui est sur le point d'être imposé au secteur aérien français par une hausse de la TSBA. Depuis 2019, la TSBA, créée par Jacques Chirac afin de financer l'aide médicale aux pays en voie de développement, est orientée au seul profit de l'AFIT, qui est l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Pas un seul centime de la manne financière de l'AFIT ne bénéficie à l'aérien, qui est au seul et unique profit du transport ferroviaire. Le gouvernement français appauvrit ses aéroports. Il casse un outil qui fait de la France une référence, car un avion qui ne décolle pas d'un aéroport français est avant tout un avion qui n'y atterrit plus. La France va renoncer également aux recettes générées par la clientèle étrangère en visite en France via la TVA et l'impôt sur les sociétés. Elle est à rebours de plusieurs de nos voisins européens qui ont décidé de réduire la taxation du transport aérien pour relancer leurs économies. Le secteur aérien représente plus de 1,142 million d'emplois directs et indirects en France, que vous avez vous-même rappelé il y a 5 minutes. Les aéroports, les compagnies aériennes ou encore les constructeurs participent largement au développement économique et à l'emploi des territoires dans lesquels ils sont implantés, y compris dans le mien, dans les Alpes-Maritimes, 3e plus grand aéroport de France. Airbus emploie plus de 50 000 personnes sur le territoire national. Air France-KLM emploie 90% de ses salariés en France, soit près de 40 000 emplois directs. Il est le premier employeur privé de la région Île-de-France. Le groupe Aéroports de Paris compte quant à lui près de 100 000 collaborateurs directs sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, 30 000 sur celui d'Orly et environ 2 000 à l'aéroport du Bourget. Les plateformes de votre groupe représentent ainsi près de 9% de l'emploi en Île-de-France.
Rapporteur de cette commission du budget aérien en 2024, j'avais eu l'occasion d'auditionner votre prédécesseur et ancien patron au poste de PDG d'ADP, Augustin de Romanet. À ma très grande surprise, il s'était montré réservé sur le transport aérien, regrettant même l'extension de la ligne 14 du métro jusqu'à Orly, car selon lui, et je le cite, elle permet aux Parisiens de prendre l'avion aussi facilement que le train. Avouez que c'est assez stupéfiant pour un PDG d'aéroport. Avec de telles considérations, je ne m'étonne pas que la valeur boursière d'ADP ait baissé de 37% entre 2020 et aujourd'hui. Alors, Monsieur Pascal, quelles mesures et quelle politique envisagez-vous de mener à la tête du groupe Aéroports de Paris afin d'en redresser la barre? Comment pensez-vous permettre à Roissy-Orly, premier et deuxième aéroport de France, de conserver leur compétitivité face aux grands aéroports européens qui, eux, ne sont pas pénalisés par une fiscalité punitive? Je vous remercie. Merci, Monsieur Pascal. Vous avez la parole pour répondre. Merci, Madame Masson pour votre question qui est effectivement au cœur du modèle et du modèle de compétitivité à la fois des aéroports, mais plus largement du secteur aérien français. Tout d'abord, peut-être pour dire un point important, c'est que ADP est une entreprise publique, majoritairement détenue par l'État, une société qui est cotée, comme j'ai pu le rappeler dans mon propos liminaire, et comme entreprise française, elle se doit de prendre toute sa part au redressement des finances publiques. Il y a donc une part de l'imposition qu'elle supporte qui est légitime dès lors qu'elle vient redresser les finances publiques de la France et dès lors que ce redressement et que cette part-là est ponctuelle, conjoncturelle, liée à ce redressement. Vous évoquez plus largement, et vous avez raison de le faire, les impositions qui, elles, sont plus structurelles, durables dans le temps, et qui, dès lors qu'elles sont amenées à se répéter, année après année, peuvent affaiblir la capacité d'investissement de l'entreprise. La capacité d'investissement dans l'intermodalité et dans sa décarbonation, mais aussi la capacité d'investissement dans la qualité de l'accueil du service. Ces prélèvements fiscaux à venir sont la principale explication de la baisse du cours de bourse d'ADP. Est-ce que c'est grave pour autant? On peut effectivement considérer que l'entreprise aura la capacité, avec l'ensemble du secteur, de poursuivre cet investissement dès lors qu'elle a de la visibilité et dès lors que ces prélèvements fiscaux restent raisonnables et correctement orientés. Quand je parlais dans mon propos liminaire d'améliorer l'intermodalité, pourquoi pas financer le ferroviaire? Mais à ce moment-là, finançons d'abord la construction d'une gare à Pont-de-Rungis. Finançons d'abord le barreau Massy-Valenton qui vont permettre d'alimenter la gare de CDG, notamment, de dynamiser la plateforme d'Orly et donc, par l'intermodalité, à la fois de décarboner et de préserver les emplois que vous avez cités, de préserver la dynamique économique que vous avez citée. Donc, un discours que j'essaye de faire équilibré et effectivement, comme vous le rappelez, un prélèvement qui doit préserver la capacité d'investissement. Et c'est ça qui est majeur, c'est par l'investissement que l'on améliorera la compétitivité de la France, de nos plateformes, mais aussi des compagnies aériennes. Et ça, c'est un point qui est majeur. Notre premier devoir, c'est quand même de s'occuper de nos clients, les clients passagers et les clients compagnies aériennes. Merci beaucoup. Je donne la parole à Anthony Brosse. Merci Madame la Présidente. Monsieur Pascal, merci pour vos réponses précises au questionnaire. Le groupe ADP, en partenariat avec Total Énergie et Daher, propose depuis l'été dernier du carburant durable d'aviation de manière permanente sur l'aérodrome de Paris-Saclay-Versailles. Ce carburant alternatif qui participe à la décarbonation du transport aérien est nécessaire dans un monde qui ne cesse de se dérégler et de se réchauffer, alors que le transport de voyageurs a dépassé en 2004 son niveau de 2019, plus haut historique. Je ne reviendrai pas sur la composition de ce carburant du futur, mais 35% de son total est issu de déchets et résidus, et il ne porte atteinte ni à la sécurité des passagers, ou ni à celui des infrastructures qui doit rester la priorité.
Cette avancée importante doit permettre une réduction de CO2 jusqu'à 30% et ainsi participer à l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, dans un contexte, je le répète, de forte reprise des échanges internationaux depuis la fin de la crise sanitaire et avec plus de 5 milliards de voyageurs anticipés pour l'année 2025. Sa généralisation à l'ensemble des flottes au départ et à l'arrivée des aéroports franciliens est à la litude, où des contraintes techniques sur les plus gros porteurs empêchent-elles pour le moment cette étape. Par ailleurs, au regard de vos liens avec les fournisseurs de carburant d'aviation, savez-vous si de nouveaux avions sont en développement afin de pouvoir accueillir plus ce carburant du futur qui pourrait être composé à terme à plus de 50% de matières issues de l'économie circulaire afin de réduire plus encore nos émissions de CO2. Enfin, sur ce sujet du carburant, celui-ci est-il ou sera-t-il prochainement dans vos aéroports situés dans d'autres pays sur lesquels vous intervenez ou des contraintes existent-elles sur son utilisation ? Je voudrais clore mon intervention en revenant sur les nouveaux modèles d'avions, ou tout du moins les plus récents mis sur le marché, et savoir si vous aviez constaté une réduction du bruit dans les couloirs aériens qu'ils empruntent à proximité de vos aéroports. Nous savons que les nuisances sonores constituent de véritables troubles pour les résidents les plus proches des aéroports et soulèvent de nombreuses interrogations sanitaires, notamment sur la qualité du sommeil. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pascal, vous avez la parole. Bien, Monsieur Brosse, je vais commencer par votre deuxième question sur l'arrivée des nouveaux modèles d'avions et les impacts sur le bruit. En me contentant de répondre strictement à cette question, je pense qu'on aura l'occasion d'avoir une vision plus globale sur les nuisances sonores dans la suite de nos débats. Oui, les nouveaux modèles ont un impact significatif sur la baisse du niveau de bruit. Quand vous passez d'un A320 à un A320 Neo, vous avez entre 25 et 30% de bruit en moins. C'est des impacts qui sont colossaux et c'est ce qui fait que le renouvellement des flottes est le premier élément majeur de baisse des nuisances sonores. C'est aussi pour ça que le groupe ADP essaye d'accompagner ce mouvement. Par le dialogue avec l'ensemble des compagnies aériennes, on parlera probablement de FedEx, CDG, qui est en train qui s'engage à renouveler sa flotte, mais également plus largement par sa structure tarifaire. ADP majore de 40% les redevances d'atterrissage lorsque les avions sont bruyants, même de 50% la nuit. Donc vous voyez qu'il y a à la fois un impact massif et un accompagnement qu'on va poursuivre par la suite sur cette politique-là. Sur les carburants durables. Alors merci pour cette question parce que c'est une question qui est vraiment au cœur du pilier de la stratégie de décarbonation. Ce matin même, vous aviez un article dans Les Échos qui disait que le déploiement des carburants durables allait concourir à 56% de la décarbonation totale du secteur. C'est massif. C'est massif et c'est facile. C'est facile en termes d'infrastructures. Nos infrastructures, aujourd'hui, sont totalement adaptées au développement de ce carburant. Pas besoin d'adapter les infrastructures. Aujourd'hui, au Bourget, à CDG, comme à Orly, vous avez dans les pipelines du carburant durable. On peut le mixer avec le kérosène classique pour accélérer son intégration, et c'est bien tous les objectifs d'ailleurs qui sont fixés, y compris au niveau européen. Le sujet des carburants durables, et peut-être le seul sujet, c'est la disponibilité de ce carburant. Pour ça, il faut une filière structurée. Regardez aux États-Unis. Les États-Unis vont investir massivement sur la bascule pour les carburants durables en essayant de devenir le leader mondial des carburants durables pour l'aviation. Quand je dis massivement, c'est plusieurs centaines de milliards. Du côté européen, la filière va se structurer. Elle se structure plus lentement et elle se structure à travers, un petit peu comme d'habitude, de la réglementation, des obligations. Il faut aller plus vite, il faut investir et il faut chercher à inciter. Les acteurs n'attendent que ça. Et le groupe ADP en premier lieu. Merci beaucoup. On poursuit avec Ercilia Soudé. Merci, madame. Merci, madame la présidente. Monsieur Pascal, entre pollution atmosphérique et nuisances sonores, les dégâts du trafic aérien sur l'environnement et sur la santé des riverains ne sont plus à démontrer et pourtant, ils ne cessent de se développer. D'un point de vue sanitaire, ce secteur a en effet un impact sur la santé à la fois physique et psychique de ceux qui vivent au quotidien, jour et nuit,
avec les nuisances aériennes. L'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires a piloté une étude épidémiologique portant sur l'analyse croisée des données de santé et de mortalité des habitants des 161 communes situées aux abords de 3 aéroports français. Publiée en octobre 2020, les résultats de cette étude sont édifiants. L'exposition au bruit aérien qui se concentre autour des aéroports est associée à une mortalité plus élevée par maladie cardiovasculaire. Ainsi, le risque de décéder des suites d'un infarctus du myocarde est 28% plus élevé pour les riverains d'aéroports par rapport à la population générale. Et pour le seul aéroport de Paris-Charles de Gaulle, qui se situe aux abords de ma circonscription, certaines habitations sont survolées par 450 avions par jour. Les habitants de ma circonscription, qui sont exposés donc à ces nuisances aériennes, peuvent perdre jusqu'à 3 années d'espérance de vie en bonne santé. Les nuisances aéroportuaires ne se limitent pas au bruit des avions. La pollution de l'air et les émissions de carbone sont d'autres conséquences durables sur la santé et sur l'environnement. Face à l'augmentation du trafic aérien qui a un impact sur la santé et l'environnement, donc, nous devons faire un choix, le laisser-faire ou la régulation. Monsieur Pascal, si vous êtes nommé directeur général d'ADP, êtes-vous ouvert à un rigoureux plafonnement annuel du nombre de vols et à une interdiction des vols de nuit? Merci, Monsieur Pascal. Vous avez la parole pour répondre. Merci, Madame la députée Soudé. C'est une question au cœur des débats, comme j'ai pu le signaler d'ailleurs dès mon introduction, une question qu'il faut regarder en face, sans détour. Effectivement, comme j'ai pu le rappeler, comme vous le rappelez, les aéroports sont source de nuisances sonores, source d'émissions de CO2. Ces sujets-là, il faut les affronter directement. Alors, il y a plusieurs méthodes, plusieurs axes sur lesquels il faut qu'on travaille. Le premier, je l'ai rappelé, c'est d'abord le renouvellement des flottes. C'est le renouvellement des flottes qui a l'effet le plus rapide, le plus important, à la fois sur la nuisance sonore, à la fois sur les émissions. C'est le cœur du cœur. Ces renouvellements de flotte, on cherche à les encourager, comme j'ai pu le dire, les accompagner, pénaliser les avions les plus bruyants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le développement des nouveaux carburants. On a parlé des carburants durables juste avant. C'est le point important. Les carburants durables ont une conséquence directe et massive. On pourra aussi parler de l'hydrogène. On peut aussi parler de l'électrique, l'annonce de cette semaine, qui est quand même pas une anecdote. C'est quand même l'avenir, notamment pour le trafic régional. Et puis, il y a enfin l'accompagnement des territoires. Là-dessus, vous savez, on déploie massivement des aides, notamment de par la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Cette taxe va nous permettre et nous a permis de rénover et d'isoler phoniquement 74 000 logements pour 740 millions d'euros. Il en reste, et je suis d'accord, il en reste 36 000. 36 000 à isoler. C'est trop. Il faut accélérer. On a les moyens de le faire. Il y a des freins réglementaires, il y a aussi des freins qui sont liés au reste à charge pour les riverains, qui sont trop importants. La prise en charge est de 80%, il faudrait qu'elle aille jusqu'à 100%. Nous y sommes favorables. Cet élément-là aura un impact massif. Et à la fin, il reste la question des restrictions. Les plafonnements, que vous évoquez, le couvre-feu qu'on pourrait évoquer. À Orly, ces deux restrictions sont les restrictions les plus sévères en Europe. Il n'y a pas d'autres aéroports qui supportent des restrictions opérationnelles aussi importantes. À CDG, elles existent. Il y a un plafonnement, notamment la nuit. Ce plafonnement, il était de 22 000 mouvements. Il baisse progressivement à 17 000 mouvements. Aujourd'hui, nous opérons 17 000 mouvements et nous n'opérons pas plus. Il y a aussi un plafonnement en bruit. Structurellement, avec le renouvellement des flottes, cet élément-là le bruit, la nuisance sonore va diminuer. Et elle diminue d'année en année, du fait du renouvellement des flottes. Et là aussi, comme j'ai pu l'indiquer, le fait même que FedEx accélère le renouvellement de sa flotte aura un impact massif. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Oui, en jouant sur, d'abord, les leviers les plus importants. Renouvellement des flottes, décarbonation, isolation phonique.
Merci. On poursuit avec Romain Eskenazi. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le Directeur. Notre commission doit aujourd'hui statuer sur votre nomination à la tête du premier groupe mondial de concepteurs, constructeurs et gestionnaires d'aéroports, un enjeu stratégique majeur pour notre pays, qui est le premier pays touristique mondial et qui est un enjeu de continuité territoriale avec nos outre-mer. Selon moi, il y a 4 critères sur lesquels on doit juger cette nomination, à la fois votre compétence, votre expérience, votre connaissance des dossiers. Depuis 2013 dans la maison, voilà, nous sommes assez rassurés sur ce point. Vous avez notamment des connaissances fiscales qui vous permettront d'appréhender l'évolution de la fiscalité à venir sur l'aviation. Vous avez géré avec un certain succès la dette post-Covid. Nous n'avons donc pas de doute sur ce levier-là. Sur le volet diplomatique, maintenant, pour une entreprise de 28 000 salariés, dont beaucoup sont syndiqués pour défendre leurs droits, ce dont je me réjouis naturellement en tant que socialiste, nous allons pouvoir juger aujourd'hui de votre capacité d'ouverture au dialogue social dans des métiers qui sont en pleine transformation. Qualité diplomatique nécessaire également pour appréhender vos relations avec le pavillon français Air France. Mais il y a 2 autres leviers qui nous importent énormément, c'est évidemment le levier climatique et le levier de santé publique. Et je parle en tant qu'élu local et riverain de l'aéroport de Roissy. Je vis donc, mes enfants et moi-même, sous les avions de votre aéroport, monsieur le directeur. Il y a un volet climatique sur la plateforme. J'ai le plaisir de visiter avec les collaborateurs qui vous entourent dans le cadre du rapport que j'ai présenté, et j'ai l'aéroport de Roissy, et j'ai pu découvrir effectivement un certain nombre d'efforts faits sur la plateforme. Parking remplacé par du ferroviaire, énergie renouvelable, géothermie solaire. Mais ce qui a le plus d'impact, ce ne sont pas votre plateforme, c'est bien vos avions. Rapporteur pour avis sur le budget pour aérien, je vous donne, monsieur le directeur, la conclusion de mon rapport. Depuis 20 ans, chaque kilomètre et passager pollue 30% de moins. Pour autant, les émissions nettes ont dans le même temps augmenté de 4%. La conclusion est donc claire. Au-delà des efforts qu'ils font accompagner, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs sans mesures de restriction, qu'ils soient fiscaux. On avait d'ailleurs déposé avec Madame la Présidente un amendement dans ce sens, soit en termes de réglementation, et je suis évidemment très attentif à l'étude d'impact selon l'approche équilibrée en cours à Roissy, qui devra activer ce 4e pilier. Enfin, sur la santé publique, ça a été dit, 2 millions de personnes impactées en Île-de-France, selon la dernière étude de Bruit Paris, sur des niveaux au-delà des niveaux de l'OMS. L'étude débat a démontré qu'effectivement, on avait dans le Val d'Oise notamment jusqu'à 3 ans de vie en bonne santé au moins. Là, le même constat, les efforts sont avérés. J'ai pu visiter la station de bruit qui a été installée dans la maison de l'environnement. Chaque avion fait moins de bruit, mais l'augmentation du trafic fait que les impacts sur la santé ne sont pas aujourd'hui acceptables. Et sur ces volets-là, nous ne sommes pas certains, monsieur le directeur, que vous partagez notre conviction qu'il faille diminuer le nombre d'avions la nuit. 17 500, vous l'avez dit. Vous parlez de nuit, mais entre minuit et 5 heures, pour moi, ça n'est pas une vraie nuit. C'est la raison pour laquelle, monsieur le directeur, mon groupe s'abstiendra sur votre nomination. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Je vous donne la parole pour répondre. Merci, monsieur le député Eskenazi. Donc, deux questions. Déjà, peut-être d'abord pour répondre sur le volet compétences diplomatiques. Bon. Le dialogue social est actif au sein de l'entreprise. Je participe moi-même très régulièrement au comité social et économique de l'entreprise. Je suis en lien permanent avec l'ensemble des organisations sociales représentatives, avec M. Berton de la CGT, avec Mme Pigron de la CGC, avec M. Ededge de la CFDT, avec M. Mendes de l'UNSA ou avec M. Criquet des Forces ouvrières. Donc oui, le dialogue sera au cœur. Et quand j'ai dit que ma motivation pour être président-directeur général du groupe ADP, c'était une équipe de passionnés, dans cette équipe de passionnés, vous avez les salariés, vous avez leurs représentants. Quant à mes relations avec Air France, dès que ma proposition de nomination, puisqu'elle est entre vos mains, a été rendue publique, nous avons pu échanger très directement et de manière très apaisée avec Ben Smith, notamment pour convenir de rendez-vous réguliers et pour accentuer notre partenariat et notre partenariat industriel. Si nous voulons accélérer sur la qualité de service, sur la décarbonation, on ne pourra pas le faire seul. Il faudra le faire ensemble entre ADP, Air France, mais aussi toutes les autres compagnies aériennes.
Alors oui, comme j'ai pu le dire, à la fois sur les aspects climatiques et sur les aspects de santé publique, nous avons beaucoup à faire. Ma conviction est que la transformation peut s'accélérer, notamment, je vous ai dit, à travers les flottes, à travers les nuisances sonores. Un élément important aussi, c'est les approches et la descente continue, qui est un élément qui peut être substantiel en termes de bruit et en termes de pollution. Vous avez évoqué l'étude d'impact selon l'approche équilibrée de CDG, hein, qui est en cours, et pour lesquelles monsieur le préfet a déjà rendu des premières conclusions. Nous devons dialoguer de telle manière à activer tous les leviers. La restriction n'est pas nécessairement un levier qui est opportun. Pourquoi ? Parce que le cœur du cœur, c'est l'investissement. Et plus vous allez restreindre, plus vous allez, d'une certaine manière, réduire la capacité à investir. Nous, il nous faut investir plus vite. Si on veut décarboner plus vite, c'est possible, hein, mais il faut investir plus. Voilà pour quelques éléments de réponse. Merci. Je donne la parole à Christelle Petex. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, je souhaiterais vous interroger sur 2 des enjeux évoqués par le questionnaire. En premier lieu, vous avez abordé la transformation d'ADP. Serait-il possible de développer votre position sur l'opportunité de sa privatisation ? En 2019, par la volonté du Président de la République, la loi Pacte prévoyait la privatisation d'ADP, ce qui a entraîné, vous le savez, une position forte et transpartisane au Parlement, accompagnée d'une mobilisation citoyenne exceptionnelle, concrétisée par un référendum d'initiative populaire. Les raisons de cette contestation étaient pour nous aussi évidentes que légitimes. Il s'agissait pour l'État de se séparer d'une entreprise hautement rentable, offrant des perspectives de croissance solides. Et peut-être plus encore, cette privatisation concernait une société stratégique pour notre souveraineté nationale. Interrogé sur ce point, vous avez indiqué qu'à votre sens, la question de la privatisation relevait exclusivement de l'État actionnaire et que vous ne sauriez vous avancer davantage sur ce sujet. Vous livrez tout de même, dans la suite de votre réponse, un jugement économique sur la pertinence d'une éventuelle privatisation. Nous le partageons, mais regrettons que vous n'ayez dit mot des conséquences majeures qu'une privatisation d'une entreprise aussi sensible aurait pour notre souveraineté, il s'agit du contrôle de nos frontières, et pour nos concitoyens, je pense ici à l'évolution des prix pour les usagers, la qualité du service et des desserts de petites lignes, vous l'avez rapidement abordé tout à l'heure. Pour être éclairé et plus précis, estimez-vous donc en effet que cette question de la privatisation ne relève que d'une logique purement économique ? Par ailleurs, vous mettez en avant un projet ambitieux d'adaptation des infrastructures d'ADP à la propulsion à hydrogène, visant à ce que 50% des vols courts et moyens courriers au départ de Paris soient concernés à horizon 2060. Cet objectif repose cependant sur plusieurs incertitudes. Premièrement, pouvez-vous nous préciser les sources à partir desquelles repose ce chiffrage, alors que la maturité technologique de la propulsion à hydrogène en aviation reste incertaine et que les défis qui pèsent sur la filière demeurent. Ensuite, vous soulignez à raison que l'hydrogène n'est pertinent que s'il est produit de manière décarbonée. Or, pour que l'hydrogène soit véritablement vert, il faudrait, selon certaines estimations, y consacrer une production électrique colossale, d'un ordre de grandeur bien supérieur à nos capacités de production d'énergie renouvelable actuelles, malheureusement. Dès lors, jugez-vous que les trajectoires d'investissement d'ADP en la matière soient aussi réalistes que souhaitables, compte tenu des doutes qui pèsent encore sur notre capacité à produire un hydrogène décarboné, c'est-à-dire utile à la transition énergétique ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur. Vous avez la parole pour répondre. Alors, sur votre question, Madame la députée Petex, deux éléments. Déjà, pour commencer, sur la privatisation. Effectivement, il ne m'appartient pas de commenter un choix qui sera celui de l'État, celui du gouvernement, sous le contrôle du Parlement. Bon. J'ai donné, en réponse au questionnaire, quelques éléments économiques et financiers. Assez clair. Je n'ai pas apporté de jugement. J'ai donné des éléments factuels. Mon devoir est d'apporter des éléments chiffrés factuels. J'honore donc mon devoir. Sur les aspects de souveraineté, sur les aspects de contrôle, la loi Pacte, qui autorise cette privatisation, contient un certain nombre d'éléments qui viennent d'ailleurs s'ajouter à ce qui existe déjà. Un cahier des charges, une réglementation extrêmement rigoureuse. La question est une question de purement politique. Est-ce que ces éléments suffisent à garantir la maîtrise d'un actif stratégique pour la France ? Voilà. Ces éléments, ils sont
assez détaillé dans la loi. Je ne vais pas y revenir ici, c'est peut-être pas l'objet. Et effectivement, après, il y a une prise de position politique. Certains pourraient considérer que ces éléments sont trop sévères et encadrent trop l'activité de l'entreprise en la mettant à la main de ces administrations de tutelle. D'autres pourraient considérer que ce n'est pas assez et que le fait de confier à des acteurs privés l'entreprise peut être un sujet. Bref, je ne vais pas m'élever au-dessus de ma condition. La deuxième question sur l'hydrogène. Alors, vous avez vu que la position telle qu'elle est retracée dans le questionnaire est assez prudente. Déjà, elle part d'une conviction, c'est que oui, l'hydrogène, un jour, sera une solution. On considère d'abord que c'est bien le développement des carburants durables, puis l'avion électrique, et enfin, d'une certaine manière, l'hydrogène. Et dans l'hydrogène, que c'est d'abord l'hydrogène au sol qui va être important, et petit à petit, l'hydrogène dans les avions. Donc là, vous évoquez la cible 2060. Effectivement, 2060 est ce qui est dans la littérature convenue, notamment avec un certain nombre de fabricants d'avions. Voilà, c'est la littérature, c'est l'état de l'art. Peut-être que c'est très ambitieux, peut-être que ce n'est pas assez ambitieux. Au jour d'aujourd'hui, ces éléments sont lointains et permettez-moi juste de vous dire que mon objectif, c'est d'accélérer dans les 5 prochaines années de manière substantielle sur ce qui est à notre portée, c'est ce qui peut avoir un effet massif, c'est-à-dire les carburants durables et l'électrification. Merci beaucoup. On poursuit avec Nicolas Thierry. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Pascal pour vos interventions. Le groupe ADP est un leader mondial de l'exploitation d'aéroports, impliqué dans la gestion de plusieurs dizaines d'aéroports sur tous les continents. Ce groupe est bien connu des Françaises et des Français, en particulier depuis 2019, et l'intention exprimée par le gouvernement de privatiser le groupe ADP, détenu à plus de 50% par l'État. Ce projet était alors massivement décrié. Fin 2019, plus d'1 million de Françaises et de Français avaient signé une proposition de référendum d'initiative partagée sur la privatisation du groupe. Vous l'avez évoqué, la privatisation n'est pas une décision qui relève du mandat du PDG du groupe ADP, mais comme probablement d'autres collègues, j'insiste donc sur le fait que nous sommes intéressés par votre avis personnel sur cette question. En 2020, la pandémie de Covid avait finalement eu raison de ce projet et l'État demeure aujourd'hui l'actionnaire majoritaire du groupe ADP. Nous nous félicitons du maintien de la participation de l'État qui offre un levier stratégique pour agir contre le dérèglement climatique. En effet, la contribution du secteur aérien au réchauffement climatique est massive. En France, l'aérien représente autour de 7% des émissions de CO2. En la matière, la pandémie n'aura eu qu'une courte, en tout cas pause de courte durée dans ce... Mais l'augmentation de la contribution du secteur aérien au réchauffement climatique a repris sa tendance depuis. Aussi, l'enjeu fondamental du secteur pour les décennies à venir est de réduire les émissions. Plus précisément, pour assurer le respect des accords de Paris, les scientifiques sont formels. Les seules solutions technologiques ne suffiront pas. L'avion à hydrogène ne pourra pas être généralisé avant de longues décennies. Les biocarburants et les carburants de synthèse requièrent des ressources démesurées de biomasse et d'électricité qui brideront leur développement. Le levier majeur reste la réduction du trafic aérien. Je voudrais avoir votre point de vue sur cet enjeu, car il me semble que cette question doit peser dans le cap que suivra le groupe ADP dans les prochaines années. En la matière, la fiscalité reste un outil puissant pour détourner les passagers de l'aérien. Vous êtes, il me semble, un spécialiste des questions fiscales. Alors que l'actuel PDG d'ADP avait pris position contre la hausse des taxes sur l'aérien, je souhaiterais aussi vous entendre sur ce sujet. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci. Merci, monsieur le directeur. Vous avez la parole pour répondre. Merci, monsieur le député Thierry. Sur les différents sujets que vous évoquez, notamment la réduction du trafic comme étant l'un des leviers nécessaires, in fine, dès lors que la technologie, selon les études et en cours, ne serait pas nécessairement le levier qui permettrait d'aller jusqu'au bout de la décarbonation. Le sujet de la réduction du trafic aérien est un sujet qui doit être examiné au niveau mondial. Plafonner CDG, plafonner Orly, restreindre le trafic, ça n'a de sens que si tout le monde le fait. Sinon les passagers iront ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer? Vous interdisez les vols long courrier ou moyen courrier, par exemple les vols de moins de 4h30. Très bien. Eh bien, les passagers iront chercher un autre hub
qui est certainement moins environnementalement engagé que le groupe ADP. C'est ça le sujet. Le sujet, il est là. Alors, moi, j'ai pris position sur cette question, hein. J'ai dit clairement qu'il fallait avoir un usage raisonné de l'aérien et il ne fallait utiliser l'avion que lorsque ce mode de transport était justifié. C'est-à-dire lorsqu'il n'y avait pas nécessairement d'autres solutions. Il y a des destinations pour lesquelles il n'y a pas de choix, hein. Aller dans nos départements d'outre-mer, c'est par l'avion, hein. Et donc, le sujet, il est global. Éviter les fuites de carbone en favorisant d'autres aéroports, améliorer l'utilisation raisonnée par une incitation, et c'est ça qui est important, il faut que ça soit choisi, et pour ça, il faut qu'il y ait des alternatives. D'où le fait qu'il faille investir sur l'intermodalité, investir sur la décarbonation, investir sur la compétitivité de nos aéroports qui sont globalement beaucoup plus vertueux que beaucoup d'autres dans le monde. Même si dans nos aéroports, y compris à l'international, vous avez des aéroports qui sont très vertueux. À Delhi, l'aéroport de Delhi, que nous avons la chance d'opérer en lien avec notre partenaire GMR, a une accréditation carbone qui est tout à fait exemplaire. Le sujet, donc, pour investir, c'est qu'il faut avoir les moyens financiers. Vous ne pouvez pas investir si vous n'avez pas d'argent. Ça, c'est le principe de base. Et c'est sûr que si vous alourdissez la fiscalité, ou si la fiscalité alourdit mécaniquement le prix des billets d'avion, et donc réduit la demande de transport aérien, vous allez mécaniquement réduire votre capacité à investir. Moi, ce que je suis venu porter, c'est une parole optimiste. Ce n'est pas le plus aérien, ce n'est pas le moins aérien. C'est on a la capacité en France, par l'industrie française, d'accélérer sur ces sujets-là. Voilà. Et donc, oui, nous pouvons le faire si effectivement nous ne sommes pas exagérément taxés. Merci beaucoup. Je donne la parole à Mickaël Cosson. Merci Madame la Présidente. Monsieur Pascal, vous l'avez rappelé en introduction, le groupe ADP est un modèle unique, société en Corse, en bourse, dont l'État est l'actionnaire majoritaire. Vous l'avez rappelé aussi, l'accessibilité des territoires ruraux, décarboner sa flotte mobile et s'insérer davantage dans les territoires est l'occasion aussi de renforcer les liens en associant tout le monde à un même projet collectif. On salue la nomination à la tête du groupe, la nomination, en tout cas votre candidature à la tête du groupe ADP, une décision qui s'inscrit dans un moment clé pour l'avenir du transport aérien. Fort de votre expérience au sein du groupe et de votre connaissance approfondie des enjeux économiques et financiers, vous aurez la responsabilité de conduire l'ADP dans une nouvelle ère marquée par de profondes transformations. À l'heure où certains voudraient nous raccrocher toujours à l'ère fossile, j'imagine l'énergie que vous devez déployer pour prouver le contraire. L'avenir du secteur aérien repose sur un équilibre entre performance économique, innovation et impératifs environnementaux. La transition écologique de l'aviation est un défi immense et nous attendons de la nouvelle présidence une feuille de route ambitieuse et pragmatique pour réduire l'empreinte carbone des infrastructures aéroportuaires, accélérer l'innovation en matière de carburants alternatifs et renforcer la compétitivité du groupe dans un monde en mutation. Il s'agira aussi d'inscrire le développement du groupe ADP dans une logique de responsabilité sociale et territoriale en intégrant pleinement les enjeux de qualité de service, d'acceptabilité des activités aéroportuaires et de coopération avec les territoires. Pour toutes ces raisons, le mouvement démocrate soutient cette nomination avec l'espoir que M. Pascal saura engager l'ADP dans une dynamique de modernisation et de durabilité à la hauteur des défis de notre époque. Une question me revient, de par le rôle dont nous disposons, c'est qu'aujourd'hui, justement, pour permettre l'accélération de la transition écologique tout en maintenant une compétitivité à l'échelle internationale, quels sont selon vous les freins qui existent encore d'un point de vue législatif ou en tous les cas les mesures qui pourraient justement accélérer cette transition et cette compétitivité à l'échelle internationale? Merci. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le député Cosson, pour votre question. Alors, nous avons effectivement une feuille de route ambitieuse. Ça fait partie des engagements que j'ai pu prendre devant vous tout à l'heure.
une feuille de route importante qui va par exemple conduire à avoir une neutralité carbone à Orly dès cette année, une neutralité d'émissions à Orly en 2035 sans compensation. Et de la même manière, à CDG, une accélération de telle manière à aller jusqu'au zéro émission nette comme Orly en 2035. Donc une vraie grande dynamique avec des vrais objectifs ambitieux. Cette feuille de route, elle suppose effectivement un travail qui est collectif, et c'est à travers l'élaboration d'un prochain contrat de régulation économique global, très englobant, qui n'est pas juste un exercice en tête-à-tête avec l'État, sous le contrôle du régulateur, mais un exercice global avec les parties prenantes que je souhaite organiser l'atteinte de ces objectifs et la poursuite de ces objectifs. L'objectif, c'est quand même d'être neutre et totalement neutre en 2050 pour tout le monde. Et ça, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Parce que les décisions, effectivement, qu'on va prendre en 2025, en 2026, elles vont conduire à des aménagements de nos infrastructures qui vont mettre du temps à se mettre en œuvre. 5 ans, 10 ans pour certaines d'entre elles, 15 ans pour d'autres, sans compter les nouvelles technologies qui pourraient arriver, et notamment le déploiement de l'hydrogène qui se ferait plutôt à horizon post-2030-35. Donc c'est aujourd'hui que nous allons planifier, et nous allons planifier en détail pour cette feuille de route de demain. Alors les freins législatifs. Les freins législatifs, c'est nous donner la possibilité de voir sur le long terme et de contractualiser sur le long terme, notamment à travers ce contrat de régulation économique qui est aujourd'hui borné à 5 ans. C'est sûr que 5 ans, pour déployer les investissements massifs, ce n'est pas suffisant. Il nous faudrait un contrat de régulation économique qui peut aller, au regard du projet industriel qui est le nôtre, je ne dis pas qu'il faut y aller tout le temps, mais au regard du projet industriel qui est le nôtre, pouvoir avoir une appréhension sur 10 ans. Merci beaucoup. Donc on poursuit avec Sylvain Berrios. Merci. Merci, Monsieur Pascal. Effectivement, l'ambition, vous êtes venu ici avec un discours optimiste, ambitieux aussi, ambitieux et puis optimiste sur les mesures à prendre à l'avenir pour développer ADP, qui a un rôle essentiel en Île-de-France, à la fois dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine, vous l'avez rappelé, de la transition écologique. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des objectifs concurrentiels qui se posent, ceux du développement à long terme, que vous avez parfaitement exploré et pour lequel le groupe Horizon Indépendant est en phase, et puis des objectifs là plus court terme, notamment sur les nuisances aériennes qui existent. Les nuisances aériennes sont réelles et ont un impact fort sur la santé et la qualité de vie des habitants, et ça, ADP ne peut pas l'ignorer. Vous avez, dans les questionnaires auxquels vous avez répondu de façon très objective et très libre, indiqué que de nouvelles restrictions, notamment sur Orly, n'étaient pas souhaitables, n'étaient pas possibles. Pour autant, l'ARS, les associations, les collectivités locales ont rappelé que cette demi-heure de couvre-feu supplémentaire était nécessaire. Elle aurait un impact finalement assez mineur sur l'activité, puisqu'on parle de 6 mouvements, ce qui n'est pas exceptionnel. Aussi, la question que je vous pose, c'est dans le temps court dont je parle, comment ADP peut s'organiser avec les autres acteurs, les collectivités locales, les associations, la DGAC, la CNUSA, pour opérer une meilleure protection des populations et notamment aller vers une restriction et cette demi-heure de couvre-feu supplémentaire. Comment est-ce que ADP va pouvoir peser avec ses différents partenaires sur le principe de descente continue? Est-ce que cette descente continue et ce principe pourrait être intégré à la redevance différenciée? Ça pourrait être une solution aussi. Voilà toutes ces questions qui se posent sur le court terme, même si le groupe Horizon Indépendant épouse l'ambition d'Aéroports de Paris d'un impact neutre en 2050, c'est loin. Mais les investissements nécessaires sont également colossaux et nécessitent aussi un peu de temps pour la mise en place. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député Berrios. Pour revenir sur les différents leviers que nous avons,
j'ai évoqué un certain nombre de leviers, le renouvellement des flottes. Vous évoquez les descentes continues. Effectivement, les descentes continues ont un impact et peuvent avoir un impact majeur à la fois sur les nuisances sonores, mais aussi sur les émissions. Ces descentes continues pour Orly, qui est votre exemple, elles étaient promises pour 2023. Aujourd'hui, c'est 2026. Il nous faut tenir 2026. Et pour ça, ces éléments de descente continue, c'est à la main de la DGAC, à la main de la navigation aérienne. Et donc, effectivement, c'est par le dialogue avec l'ensemble des élus locaux et par la conviction qu'il nous faut traiter ce sujet, dès lors que les descentes continues, ce n'est pas uniquement un process, mais ça va aussi conduire à de la formation de pilotes, la modernisation du système de navigation aérienne, qui est autant d'éléments qui sont sur le chemin. Donc ça, c'est un point important sur lequel nous avons pris dans nos engagements d'entreprise, à travers notre feuille de route qu'on appelle Pioneers dans notre entreprise, l'engagement de soutenir cette démarche de descente continue, et nous allons continuer à la soutenir et voire à l'accélérer. Il faudra aussi développer ces éléments à Charles de Gaulle. Après, sur les autres éléments, effectivement, il faut nouer un dialogue plus important encore avec la CNUSA. Je sais que vous avez auditionné ici le nouveau patron de la CNUSA. On est très à l'aise avec le fait de sanctionner, déjà à la hauteur des sanctions possibles, mais aussi d'aller au-delà, de vraiment relever ces niveaux de sanctions pour être encore plus strictement respectueux du couvre-feu. Et essayer aussi de travailler sur, comme j'ai pu le dire, l'isolation phonique des logements. Il nous en reste 36 000. Il faut faire ces 36 000. C'est incontestable. Sur la demi-heure de couvre-feu. Alors, la demi-heure de couvre-feu, en apparence, c'est peu. Alors, on peut se dire pour une demi-heure, avec des effets positifs, pourquoi pas? En fait, en réalité, ça a un impact qui est quand même assez significatif. Les compagnies aériennes que ça touche sont des compagnies qui opèrent des avions. Et plutôt que de faire 6 ou 7 ou 8 rotations, ils vous en feront une de moins. Alors, c'est anodin, mais pas tant que ça, parce que ça pèse très significativement sur la rentabilité de la ligne. Ça pèse très directement, dès lors que ça touche des compagnies qui sont basées à Orly, sur l'emploi. Il y aura un avion de moins qui dormira à Orly. Et ça, c'est autant d'emplois. Alors, il pourra peut-être dormir ailleurs en France, mais il pourra peut-être aussi dormir ailleurs en Europe, voire dans d'autres continents, notamment africains. Donc ça, c'est un sujet qui est majeur. Et en affaiblissant la rentabilité de ces lignes, qui sont des lignes qui sont déjà très concurrentielles, vous allez de fait fragiliser l'ensemble de l'écosystème et partant la capacité à investir. C'est vrai, on en revient toujours à ce système de trouver une approche qui est équilibrée. Merci beaucoup. On poursuit avec Stéphane Lenormand. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur. Bon, tout d'abord, le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires ne s'opposera pas à votre nomination, naturellement. Votre profil montre quand même que vous avez un certain nombre de connaissances dans ce domaine. Naturellement, lorsque vous parlez quasiment en dernière position, toutes les grandes thématiques stratégiques ont été un peu évoquées. Et pour ma part, je ferai un peu le Gaulois grincheux, puisque je suis un député d'Outre-mer. Et on dit souvent que les détails, enfin le diable se cache dans les détails. Il y a beaucoup de petites choses à améliorer sur les différentes plateformes. Je les utilise régulièrement. J'aimerais comprendre comment se fait-il que lorsque j'arrive le matin, quasiment un tiers des bornes pour les passeports biométriques ne fonctionnent pas. J'aimerais savoir pourquoi aussi, en sortant, je me fais alpaguer par des resquilleurs et des gens qui travaillent en toute illégalité, qui vous proposent des trajets sur Paris à des prix un peu particuliers. On a l'impression que personne ne les contrôle. Et enfin, lorsque vous arrivez sur les taxis officiels du Mont déclaré, vous vous apercevez qu'ils ont attendu 3-4 heures dans une plateforme d'attente à Roissy. J'avoue que le modèle économique m'échappe un peu et la fluidité, à mon avis, est sans doute à revoir. Ce qui veut dire que je crois qu'au-delà des grands enjeux stratégiques qui ont été évoqués, il y a aussi des petites choses au quotidien à améliorer. Je ne parle pas des 3 ou 4 kilomètres que l'on doit parcourir en descendant de l'avion à 6h30 pour arriver au contrôle, les problèmes de signalisation parfois, les difficultés pour ceux qui ont des difficultés à marcher, etc.
Ceci pour vous dire que vous êtes à la tête d'un grand ensemble, mais il ne faut pas aussi oublier les petites choses du quotidien avec ces utilisateurs qui fréquentent les différents sites. Je poserai quand même 2 points de vigilance pour notre groupe. Le premier, c'est l'augmentation des taxes aériennes et naturellement la situation des insulaires et des outre-mer. Pour l'instant, dans le compte-rendu qui a été fait au niveau de la CMP, visiblement, on ne serait pas forcément concerné. Sachez que moi, je prends l'avion par obligation. S'il fallait que je prenne le bateau, je mettrais à peu près 8 jours pour arriver, donc ça prendrait un peu de temps. Et que nous avons beaucoup des ultramarins qui voyagent aussi par nécessité et souvent pour se faire soigner en métropole. Lorsque l'on connaît en plus les tarifs que nous avons, une petite augmentation est toujours quelque chose qui est perçu avec une forme de violence supplémentaire. Enfin, j'aimerais avoir votre positionnement sur le départ d'Air France de Orly qui va donc être abandonné à je ne sais pas qui, et j'aimerais savoir un peu comment vous voyez cette réorganisation, parce que si je suis entièrement d'accord avec vous que l'on peut, quand on peut utiliser d'autres moyens que l'avion, c'est important, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de nos concitoyens dans le Sud qui avaient l'habitude d'utiliser Orly avec Air France et qui aujourd'hui se demandent comment ils pourront utiliser ce moyen de transport par obligation. Merci. Merci, monsieur le directeur. Vous avez la parole pour répondre. Alors, monsieur le député Lenormand, alors, dans mon propos liminaire, j'ai exposé un peu la magie de cette entreprise qui vise à combiner le court terme et le long terme. Et effectivement, il n'y a pas que les sujets à 2030 ou 2050, il y a aussi les sujets du quotidien. Et vous faites bien d'appeler cette attention. Donc c'est un sujet qui est majeur pour nous. Hein. C'est par ces petits irritants quotidiens et la suppression de ces irritants que la qualité ressenti et que l'hospitalité que nous devons à nos passagers sera améliorée. Vous prenez notamment l'exemple des paraphes, des systèmes de passage automatique en frontière. Effectivement, ces paraphes, c'est du contrôle aux frontières. C'est un équipement, certes, financé par le groupe ADP, mais mis à disposition de la police de l'air et des frontières. Et les règles sont assez claires. Il faut un policier pour ouvrir 5 à 6 paraphes. Et l'ensemble de ces paraphes ne sont pas nécessairement disponibles, accessibles par tous, notamment par les mineurs. Et donc la police arbitre sur le fait de savoir s'ils mettent un policier pour ouvrir des paraphes ou s'ils laissent le policier aux aubettes compte tenu du nombre de personnes qui ne seraient pas éligibles ou compte tenu tout simplement de la disponibilité du personnel de police à cette heure-ci. Donc c'est un élément qui est important pour nous. On est en dialogue permanent avec la police de l'air et frontières. Et d'ailleurs, on a à cet égard mis en place un baromètre commun ADP, police de l'air et frontières, qui montre bien l'imbrication des responsabilités de chacun et qui montre bien le partenariat qu'on a. Que fait apparaître ce questionnaire ? Entre 85 et 90% des passagers attendent moins de 10 minutes à la frontière. C'est très bien. En même temps, votre question, elle est sur les détails, elle est sur la situation de chacun. Et effectivement, il y a à CDG entre 3 et 5%, et à Orly, plutôt entre 0,5 et 1,5% de passagers qui attendent plus de 45 minutes. C'est inacceptable. Et c'est un fait, et c'est ces éléments-là que nous traitons tous les mois avec la police de l'air et frontières, et je comprends de votre intervention qu'il faut aller encore plus loin sur ces sujets-là. Votre deuxième point de détail, c'est les taxis clandestins, qui n'est pas un point de détail. Dans la mesure où, effectivement, c'est un élément majeur sur lequel nous travaillons avec l'État. C'est à l'État d'assurer la sécurité, notamment en déployant des policiers spécifiques sur les taxis, qui sont les BOERS, qu'elle fait. Pour autant, dans le cadre d'une vision globale de la sécurité, ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, le continuum de sécurité, nous avons essayé d'accompagner ce mouvement en lien avec la police pour informer les passagers en amont dans la salle de livraison bagages, pour marquer au sol le cheminement entre la sortie et la dépose, enfin l'emport, des taxis officiels, réels, et puis plus largement pour mettre en place, y compris nos propres moyens de vigilance pour signaler ce type de dérive à la police. Je comprends là aussi qu'il faut que nous fassions mieux, et nous y veillerons rapidement.
Voilà, sur vos questions, notamment plus larges sur l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion et pour l'instant, nous l'espérons, encore demain, le fait de préserver les départements d'outre-mer, effectivement, chacun a un rôle et ADP a un rôle dans le cadre de la connexion, de ces connexions territoriales qui sont importantes. Et nous portons ces messages avec vous. Le départ d'Air France d'Orly est un choix d'Air France. Ils partent en laissant leur créneau. Ils ne parlent pas totalement. Ils laissent certains vols, notamment des vols outre-mer, à Orly. Le sujet, pour nous, c'est d'essayer de veiller à ce que la connexion des deux aéroports, Orly d'une part, CDG d'autre part, soit assez forte avec un nombre de destinations qui répondent à la demande des passagers. Donc là-dessus, nous avons des débats avec les compagnies aériennes. Nous avons aussi des politiques d'incentive, s'il le faut, de telle manière à veiller à ce que les compagnies aériennes puissent rester ou ouvrir des destinations. Pour autant, le choix industriel de Air France est un choix industriel d'Air France. Merci. On termine avec Marc Chavant. Madame la Présidente, cher Monsieur Pascal, mes chers collègues, nous sommes pleinement conscients des enjeux en termes de décarbonation et de nuisances, notamment sonores, causées par les transports aériens, mais nous regrettons les propos tenus par Madame le rapporteur dans son intervention. Le transport aérien représente aujourd'hui 3% des émissions de CO2 au niveau mondial et il serait illusoire, voire dangereux, de sacrifier notre compétitivité nationale au nom d'une idéologie qui prône la décroissance à tout prix en France. Tandis que le reste de la planète poursuit son développement, la France ne doit pas se laisser entraîner dans ces dérives qui mettent en péril l'avenir de ses citoyens et de son économie. Ceux qui se préoccupent à juste titre du bien-être des salariés, des riverains et de notre planète devraient aussi prendre en considération l'impact de certaines politiques sur les Français eux-mêmes. Les Français en ont assez de ces décisions idéologiques et contre-productives. Au sein même de cette commission, de nombreux collègues contribuent à détruire l'industrie automobile française, par des décisions folles, et ils s'en prennent aujourd'hui au secteur aérien. Compte tenu de ces éléments, nous ne nous opposerons donc pas à votre nomination et nous nous abstiendrons. Merci. Merci, Monsieur le Directeur. Vous avez la parole pour répondre. Oui, merci, monsieur le député Chavant. Effectivement, c'est beaucoup plus des questions pour Madame la rapporteure que pour moi. Effectivement. Voilà. Madame Guettet me dit qu'elle ne souhaite pas être présidente directrice générale d'ADP. Sur la politique de transformation telle que vous l'évoquez, je l'ai rappelé tout au long de mon propos, c'est effectivement un point qui est un point majeur pour nous, c'est de porter cette vision optimiste qui nous éviterait, je l'espère, des restrictions plus fortes pour maintenir notre capacité d'investir. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions de 1 minute que je vais prendre à la suite et nous démarrons avec Daniel Brulebois. Attendez, vous n'avez pas le micro, allez-y. Alors, il faut éteindre et rallumer. Voilà, super. Merci Madame la Présidente. Monsieur Pascal, vous ferez un excellent président directeur général de ADP. Vous êtes complètement engagé dans la décarbonation et vous êtes un acteur majeur de la feuille de route de ADP pour progressivement faire de ces aéroports des véritables hubs énergétiques. Vous avez été le premier gestionnaire en Europe à avoir mis à disposition sur l'aéroport de Paris-Le Bourget d'une double offre permanente de SAF, carburant durable à base de biomasse. Vous avez aussi contribué au soutien de cette production en investissant aux côtés de LanzaJet, société américaine. Et donc, il faudrait, vous l'avez dit, développer ces SAF, biocarburants durables, mais la biomasse ne suffira pas à toutes les demandes d'usage. Il y a les e-fuels aussi, les carburants à base d'hydrogène. Mais la France doit, elle aussi, industrialiser et jouer un rôle dans la production de SAF. Et comment voyez-vous qu'il serait possible de construire en France une chaîne de production
et de déploiement de ces carburants durables. Merci. Je donne la parole à Frédéric Pierre Voss. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas vous parler d'indice psophique ni de carburant durable, mais de conditions de travail. Au mois de juillet dernier, à l'occasion des Jeux Olympiques, les syndicats avaient déclenché une grève dans le but d'obtenir une prime, un plan d'embauche de 1000 postes et l'arrêt de la dégradation de leurs conditions de travail. Si une prime de 300 € a bien été versée, la question des conditions de travail reste en suspens. On a manifestement une rotation toujours la même, avec une insuffisance d'effectifs qui reste chronique, et un travail de nuit parfois avec un avertissement dans l'après-midi même, et donc fatalement une dégradation des conditions de travail. Est-ce que dans le discours que vous nous avez fait tout à l'heure, Monsieur Pascal, vous avez l'intention de vous attaquer à bras-le-corps à ce problème? Merci. Merci. On poursuit avec Béranger Cernon. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Monsieur le Président, la présence d'actionnaires privés au capital d'ADP est souvent présentée comme permettant plus de compétitivité. Pourtant, le versement de dividendes aux actionnaires représente un coût pour l'entreprise. La loi Pacte a ouvert la possibilité d'une privatisation d'ADP, ce qui impliquerait une indemnisation de plusieurs milliards d'euros, mais priverait l'État des dividendes qu'il perçoit. En revanche, une renationalisation appellerait le rachat des parts privées, mais permettrait de réorienter ces fonds vers l'investissement et empêcherait le phénomène de sous-traitance accrue qui est le fruit d'un appétit toujours plus grandissant des actionnaires. Dans le cadre de vos nominations en tant que PDG, je souhaite savoir comment vous évaluez l'impact de cela sur la structure d'ADP. Ne pensez-vous pas qu'une nationalisation permettrait d'assurer une meilleure maîtrise stratégique du groupe en réinvestissant ces fonds dans le développement d'ADP plutôt que dans la rémunération d'actionnaires privés ? Être candidat à un poste de PDG, ce n'est pas seulement exécuter ce qu'on nous ordonne, mais avant tout avoir une vision ambitieuse à long terme et avec des objectifs marqués et clairs. Et votre réponse est bien trop évasive dans le questionnaire. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Freddy Certain. Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Monsieur Pascal, étonnamment, peu de Français, y compris les franciliens, savent qu'ADP est un groupe d'envergure mondiale, le premier même, avec plus de 300 millions de passagers accueillis dans la vingtaine d'aéroports internationaux de votre réseau. On peut même se targuer du leadership français en la matière si l'on fait référence à votre concurrent Vinci Airport, qui exploite également d'autres plateformes aéroportuaires à l'international. De fait, l'expérience passager à la française est sans doute un élément de soft power à cultiver. Mais là n'est pas ma question. Vous avez exposé les axes de votre plan de décarbonation. Cela passe évidemment par le progrès technique et je salue ici l'engagement de votre groupe dans l'innovation en ayant soutenu, aux côtés de Volocopter, le déploiement de taxis volants parisiens et le déploiement de hubs multimodaux intégrant le ferroviaire. Que par la limitation des voyages. D'ailleurs, il est à noter que le premier moteur électrique d'avion est français grâce aux ingénieurs de Safran. Mais cet objectif passe aussi par l'essor de carburants aéronautiques durables, dits de synthèse, mais ces derniers butent sur des questions de disponibilité et de réglementation. Selon vous, quels freins réglementaires devraient être levés afin de mieux accompagner l'innovation du secteur et de permettre ainsi à la France de rester dans la course européenne au transport décarboné? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc on termine avec Julie Ozen. Merci Madame la Présidente, Monsieur Philippe Pascal. En 2018, Bruno Le Maire, alors ministre de l'Économie, avait annoncé qu'il souhaitait privatiser le groupe ADP. Ce projet avait suscité une forte opposition et a été suspendu en 2020 avec la crise sanitaire. Pour autant, fin octobre 2024, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, a indiqué qu'il n'était pas opposé à l'idée de céder des participations de l'État dans certaines entreprises et a ainsi réveillé les craintes d'un retour du projet de privatisation du groupe. Vous affirmez d'une part que la privatisation d'ADP conduirait l'État à renoncer au versement régulier de dividendes pour le groupe ADP, sachant que l'entreprise a versé plus de 2 milliards d'euros de dividendes à l'État depuis son introduction en bourse en 2006. Vous indiquez d'autre part que la privatisation aurait pour conséquence le versement par l'État à l'entreprise d'une soulte de plusieurs milliards d'euros à l'issue d'une période de 70 ans. Aussi, pouvons-nous conclure de vos déclarations que vous trouveriez une privatisation extrêmement préjudiciable pour l'État et que vous y seriez à titre personnellement opposé. Par ailleurs, le groupe ADP a réservé des terrains pour la mise en place d'une ferme hydrogène. Pouvez-vous nous dire où elle se situera pour Paris-Orly et si le site sera classé Seveso? Merci. Merci, Monsieur le Directeur. Vous avez la parole pour répondre à ces questions. Merci, mesdames et messieurs les députés. Je vais essayer de regrouper les questions par thème. Déjà, il y avait une question de Madame la députée Brulbois ainsi qu'une question de Monsieur le député Certain sur les carburants durables. Alors oui, il faut, pour accélérer sur ces carburants, il faut développer une filière.
C'est vital dès lors qu'il nous faut... la demande est là. Les compagnies aériennes veulent du carburant durable. La capacité de les distribuer est là. L'aéroport a les infrastructures pour le faire et pour le faire vite. Il ne reste plus que la matière première, le carburant durable, et sa production. Et la matière première pour fabriquer les carburants durables. Pour ça, il faut structurer une filière large. Il y a 10 jours, je m'entretenais avec le commissaire en charge des participations, Alicie Zazen-Weber, qui me disait qu'il avait ce souci d'essayer de développer, accélérer sur la mise en place d'une filière de carburant durable et qui également souhaitait mobiliser l'ensemble de cet écosystème pour le faire. Alors oui, c'est important. Ce que je disais dans mon propos et dans l'une des réponses, c'est que mobiliser une filière, c'est mobiliser des moyens de financement très larges, autour de tous les acteurs. Les États-Unis le font dans leur plan. Plusieurs centaines de milliards encore. L'Europe va essayer de le faire. Elle va le faire en essayant de fixer des objectifs ambitieux, ce qu'elle a déjà fait, mais aussi en réglementant. Je pense pour ma part que, encore une fois, c'est l'investissement qui est au cœur de notre métier. Donc il faut laisser les acteurs investir, et donc ne pas les accabler, mais les accompagner, et les aider en dynamisant et en faisant en sorte que l'action publique soit la mise en cohérence de ces acteurs. Et donc c'est principalement ça le sujet. Parmi ces acteurs, il y a les pétroliers. Il y a l'intérêt légitime pour les pétroliers de produire ce type de carburant. Il y a aussi les compagnies aériennes. Un carburant durable, c'est 3 à 6 fois plus cher que du kérosène. Est-ce bien normal? Ça ne l'est pas. Et donc, c'est ces éléments de modèle économique qu'il nous faut construire en Europe. Sur la question de M. Cernon, sur la renationalisation, et de Mme Ozen sur la privatisation. La posture de départ, c'est clairement de se dire que le management du groupe n'a pas à prendre des positions qui sont celles de l'actionnaire, du propriétaire. Et le premier propriétaire d'ADP, c'est l'État. Donc c'est à l'État de savoir ce qu'il entend faire de son entreprise, à laquelle il confie la gestion à un management. L'État, donc le gouvernement aujourd'hui, puisque la loi Pacte a été adoptée, sous le contrôle du Parlement, s'il le juge nécessaire et important. La renationalisation, effectivement, aura un coût majeur pour l'État. Aujourd'hui, l'entreprise, elle vaut à peu près 11 milliards. Si on considère que l'État en a la moitié, ce qui est le cas, l'État a 50,6%, ça veut dire que pour racheter l'autre moitié, il faut que l'État dépense au minimum 5 à 6 milliards. Probablement plus, avec la dynamique que le lancement d'une telle opération pourrait générer sur les marchés. Donc c'est un choix de politique publique qu'il y a à faire. Est-ce que ça améliorerait la gestion de l'entreprise? Ce que j'ai dit dans mon propos, c'est que le cœur, l'ADN d'ADP, c'est quand même de savoir concilier sa mission de service public avec un esprit d'entreprise. C'est ça qui fait sa force. Et donc, on gère une entreprise comme celle d'ADP aussi bien et du mieux possible qu'on pourrait gérer une politique publique et un service public, et le mieux possible que l'on pourrait gérer une entreprise. Et donc, on a aujourd'hui le meilleur des deux. Sur la privatisation, là aussi, je n'ai pas à juger si c'est préjudiciable ou pas préjudiciable. Je dis juste que c'est que je rappelle juste les différents chiffres, puisque je fais mon management, enfin, je fais mon rôle de manager. Sur la question de Mme Ozen, sur la ferme hydrogène à Orly, à ce stade, il y a effectivement juste une réservation foncière, pas plus, pas moins, sur ce sujet-là. Réservation foncière qui suppose par ailleurs d'être soumise à un certain nombre de réglementations de type Céveso, ce sur quoi nous travaillons. À CDG, la réservation foncière existe également.
30 hectares à peu près à CDG, 20 hectares à peu près à Orly. Il me reste la question de M. Vaux sur les conditions de travail, les insuffisances d'effectifs, le travail de nuit et les rémunérations. Bon. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a connu le transport aérien dans le monde. On avait 26 aéroports dans le monde, il y en a 25 confirmés. Le seul aéroport dans lequel on avait une participation qui restait un petit peu ouverte, c'est Liège, par le cargo. CDG a continué à opérer du cargo, mais le vol passager était à son niveau le plus réduit. Donc un impact massif. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour maintenir la survie de l'entreprise, nous avons emprunté 4 milliards d'euros, en se disant si tout s'arrête, il faut tenir. Cet à-coup, c'est un à-coup qui est considérable. C'est ça qui explique la hausse. Je sais que l'un d'entre vous avait évoqué la question de la hausse de la dette. C'est ça l'explication de la hausse de la dette. C'est 4 milliards pour sauver l'entreprise. Ces éléments, il a fallu accompagner cette baisse du trafic et on savait que la hausse du trafic reviendrait tardivement. Au jour d'aujourd'hui, le trafic n'est pas revenu au niveau d'avant Covid. Probablement en 2026, nous l'espérons en tout cas. Et donc, c'est un niveau de tension qui nous a conduit à essayer de préserver au maximum l'outil industriel et de préserver au maximum l'emploi. Nous avons tout de même dû mettre en place une rupture conventionnelle collective. Nous nous sommes refusés, et c'est vraiment c'était un point majeur pour Augustin de Romanet qui a porté cette politique, refusés de procéder à des licenciements unilatéraux. Et donc, cette rupture conventionnelle collective a conduit au départ de 1400 personnes. Aujourd'hui, ces 1400 personnes, alors même que le trafic n'est pas revenu, sont quasiment totalement réembauchées. Donc, effectivement, et on ne le nie pas, la reprise du trafic et les chiffres que vous avez pu indiquer, avec une forte reprise, une forte hausse du trafic, c'est juste le rétablissement du trafic d'avant, ont conduit parallèlement à de la réembauche et que ces réembauches par endroits, pour certains collectifs de travail, comme disent les organisations syndicales représentatives, n'étaient pas assez rapides. Oui, on a fait aussi avec le marché de l'emploi qui était là. Sur les salaires, l'entreprise a aussi cette double culture. Une culture publique, nous avons un statut. Et ce statut prévoit des évolutions mécaniques, à l'ancienneté, à l'avancement. Et en plus, nous avons la NAO classique. Et donc, oui, la NAO pourrait, dans certains cas, être inférieure à l'inflation. Ça n'est pas le cas cette année, et ça ne sera pas le cas. Ce n'est pas la proposition que nous avons faite aux organisations syndicales. Mais la combinaison des deux fait que, mécaniquement, votre augmentation salariale est quand même très sensible. Cette année, 2,3% d'augmentation mécanique, et on propose une augmentation équivalente à 3,3%. Donc, c'est des augmentations qui sont quand même substantielles pour un salaire moyen de l'entreprise, qui est quand même élevé au-delà de 5 000 euros. Voilà. Donc, le dialogue social continuera. Nous avons déjà convenu avec les organisations syndicales, si vous confirmez ma nomination, de nous revoir. Je les verrai dès la confirmation de cette nomination, de telle manière à engager un dialogue, notamment sur la structure des rémunérations. Monsieur le directeur général, je vous remercie pour vos réponses. Madame la rapporteure, souhaitez-vous prendre la parole pour une brève conclusion ? Très rapidement, pour ne pas faire durer davantage la discussion, mais je reviens quand même sur vos mots, monsieur le PDG pressenti. En tout cas, votre candidature nous est proposée aujourd'hui. Vous avez dit qu'il y avait encore aujourd'hui un rêve de l'aérien vis-à-vis de l'aérien, et je pense que nos interventions aux uns et aux autres, hormis l'extrême droite, ont montré que ce rêve a un coût environnemental et un coût sanitaire qui, je crois, nous préoccupe très largement en réalité, parce que les riverains des aéroports, aujourd'hui encore, ont une espérance de vie qui est réduite du fait de cette activité, qui n'est donc à l'évidence pas anodine. Donc beaucoup de questions vous ont été posées sur la décarbonation, sur les nouveaux avions, sur le nouveau carburant, avec une adhésion plus ou moins enthousiaste au technosolutionnisme. Vous le savez, ce n'est pas notre cas, mais c'est le cas de davantage de collègues. Je pense vraiment que
c'est une impasse en termes de massification et que donc oui, il faut aussi développer un autre imaginaire sur les mobilités. Je crois que c'est un impératif environnemental. Et donc merci quand même d'avoir pris le temps de répondre aux questions des collègues de manière franche et avec le plus de précision possible. Voilà, merci Madame la Présidente. Merci. Nous allons maintenant vous laisser partir car nous allons procéder au vote. Merci beaucoup. Avant de passer à huis clos, chers collègues, je voulais juste vous préciser que j'ai été saisie par Denis Feignet pour intégrer la mission d'information cours d'eau. Donc il restait une place pour le groupe socialiste. Donc je vous propose d'acter cette candidature s'il n'y a pas d'opposition. Je vous remercie. On va donc